Vous êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai une artiste rare, unique même à vous présenter. Pionnière du burlesque en France, véritable icône multicasquette, elle danse, nous emportant dans un tourbillon de sensualité, avec toujours l'humour en filigrane. Elle enseigne l'art de l'effeuillage et du glamour. Elle défile entre autres pour Jean-Paul Gaultier, tourne avec des musiciens et des groupes comme les Washington Dead Cats, Cotton Project, No One is Innocent, M, mais elle chante aussi, mettant littéralement le feu sur scène. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Pour Lux Noise, je vous invite à découvrir l'univers de la grande Juliette Dragon. Can hardly stand the heat. I need a place and settle down. When I see she comes around, fill my heart, I'm full of joy. Fill my heart, I'm a little boy. Pretty girl, I can't. Bonjour Juliette, on se retrouve à Paris, dans le 17e, sur un fond de Lisbonne, dans un petit endroit accueillant, la Belote. Tu connaissais ici ? Je ne connaissais pas, je suis ravie de découvrir. Ben voilà, c'est intimiste, ça se prêterait presque un numéro burlesque, quoique. C'est possible. On verra ça dans quelques instants. Juliette, merci pour ton temps qui est précieux, parce que tu n'arrêtes pas. Tu te présentes plutôt comme une performeuse, actrice, chanteuse aussi, danseuse burlesque, effeuilleuse, je ne sais pas. Quelle est vraiment la casquette qui te va le mieux ? C'est une série de tous ces mots. Je crois que de nos jours, il est difficile de s'enfermer dans un tout petit cadre. Sinon, on ferait un autre métier, je pense. Bien sûr. C'est multicarte, ça va bien. C'est multicasquette. Et là, ce qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui, c'est quand même l'enseignement. C'est que j'enseigne maintenant l'art du burlesque comme une art-thérapie pour les femmes. Pour qu'elles apprennent à être bien dans leur corps, à s'assumer, à explorer leur féminité et être bien dans leur vie et dans leur basket, ou dans leur talon aiguille, même pas passant l'autre. Et donc c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, parce que j'enseigne même à l'international. Là cette année, ça m'a amené 10 jours en Finlande, 1 mois à Sydney, plusieurs fois à Berlin. Ça m'a amené à Rome, ça m'a fait beaucoup voyager. Après je voyage aussi pour le groupe de rock, parce qu'on est parti en tournée aux États-Unis. C'est notre 3e tournée aux États-Unis, on a fait toute la côte ouest cette année. On a fait 5500 km. Wow, à l'ancienne. Donc ça nous a aussi pris 1 mois. Voilà. Donc je suis entre chanteuse de rock et prof de burlesque. Après oui, je performe toujours, mais j'ai un vrai plaisir à mettre en scène et à transmettre. Tu as démarré dans le sud, vers Montpellier, si je ne me trompe pas, en 93. Ouais. C'est bien renseigné. Là, t'as vu. Ça ne nous rajeunit pas. Quoique, tu fais pas du tout ton âge. Tu faisais partie d'un collectif à l'époque qui organisait, je crois savoir, des rave parties. On était en 93. Et visiblement, ça t'a marqué ce moment-là, parce que visiblement, ça t'a permis de te frotter à d'autres gens, même les transformistes par exemple. Et du coup, visiblement, tu as assumé pleinement ta féminité. Tu te sentais un peu comme un garçon manqué sur les bords ? Je pense qu'on veut analyser un peu vite sur un plan psychanalytique. Ma maman voulait un garçon, elle me l'a bien dit plein de fois. Donc j'étais pas très contente d'être une fille, je voulais être un garçon. Je pensais que c'était mieux pour voyager, que c'était... J'avais l'impression que quand on est une fille, on n'arrête pas de te dire fais attention, si tu sors tu vas te faire violer, et puis si tu te fais violer c'est ta faute, quoi. Donc c'est un truc qui revient beaucoup, quoi. Et non, quand je suis arrivée la première fois dans les loges avec ce cabaret transformiste, on m'a dit oh c'est super, t'es une vraie fille, tu vas nous apprendre des trucs de maquillage. Non, c'est pas trop mon truc, moi. Et non, c'est les travestis qui m'ont appris. C'était une fille qui était transformée entre guillemets en film, c'est ça ? C'est une fille qui se transformait en femme. En femme, Simone de Beauvoir disait on ne naît pas femme, on le devient. Et c'est pas parce que tu nais avec une vulve et pas de testicules que tu sais forcément comment ça fonctionne d'être une femme. C'est des codes qui sont sociaux et qu'on
peut apprendre ou pas, et puis qu'on peut détourner, qu'on peut se réapproprier, qu'on peut transformer. Donc c'est exactement ce qui m'intéresse déjà comme performeur au départ. Je fais ça pendant une quinzaine d'années. Et puis depuis 10 ans que j'ai cette école qui s'appelle l'école des filles de joie. On apprend aux filles à donner de la joie et à en recevoir beaucoup. Voilà, en tant que performeur, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer l'éternel féminin et les codes de séduction féminine. Alors c'est comment, dans quelle société. Après, tu as traîné un peu ou collaboré, on va dire, avec des gens. J'ai beaucoup traîné, oui. J'ai pas dit l'adjectif, mais le verbe. Tu as traîné avec des gens du cirque. Tu as beaucoup traîné pour le coup dans la rue, dans le bon sens du terme. C'est une bonne école aussi, le théâtre de rue, non? C'est l'école de la rue aussi. Hein. C'est le dénominateur commun entre le punk et le cirque, c'est la rue. Finalement. Exactement. Tiens, le parallèle, on y viendra avec la musique forcément. Ouais. On peut dire que tu as été un peu pionnière dans le burlesque en France. Hein. Je pense pouvoir dire que je suis la première en France. Ouais. Je pense que, voilà. Burlesque ou peut-être même le nouveau burlesque en quelque sorte. Finalement, ça revient un peu au même. C'est faire un petit historique, si tu veux. On raconte un peu d'où ça vient et pourquoi c'est new et quand est-ce que c'est pas new. Que ça soit enfin clair. Le burlesque, c'est l'art de s'effeuiller. Jean Orville, qui est un sociologue qui s'intéresse au striptease, explique que le striptease, ça n'existe que dans la culture judéo-chrétienne blanche et capitaliste. Là, ça interroge. Parce que dans les autres cultures, les femmes ne s'effeuillent pas. Il y a des danses nues, il y a des danses sensuelles, il y a des danses érotiques. Mais le fait de se déshabiller, il faut une culture qui nous vient de la belle époque, une époque extrêmement puritaine où les blanches cachent leur corps, la tête aux pieds. Au point que quand Jean Poiret fait une robe où on voit la cheville de la bottine, on crie au scandale. Enfin, il faut se souvenir de ça. Le burlesque naît à cette époque-là, c'est-à-dire au lendemain des affrontements de la Commune, après une grosse crise avec une famine pas possible. On est très très puritain à l'époque en France. Le premier numéro aura lieu au Divan japonais, qui est l'actuel Divan du Monde. C'est fin 19e, ça doit être 1897 ou 94. Enfin, c'est vraiment les 5 dernières années du 19e. À l'époque, d'ailleurs, on ne parle même pas encore de burlesque, mais c'est le premier effeuillage qui est vraiment la pierre blanche du début du mouvement. Et c'est une dame qui, à l'époque, avec toutes ces superpositions de costumes, rentre sur une scène qui ressemble à une chambre de femme, et elle va s'effeuiller, enlever tous ses vêtements un par un pour se mettre au lit. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, monsieur de très bonne famille, il ne voit jamais le corps de madame, et que même dans leurs ébats, il ne pénètre jamais qu'un amoncellement de froufrous fendus. Donc là, d'un coup, on est extrêmement émoustillé de voir la silhouette nue de la femme, qui n'est pas nue, qui porte une combinaison couleur chair, mais c'est déjà un vrai scandale. Le burlesque va revenir dans l'entre-deux-guerres, parce que là, il y a des vraies grosses fêtes à Paris, avec du vrai effeuillage, enfin, et des femmes qui vont montrer leurs seins, notamment Colette, qui est à la fois écrivain, on s'en souvient. Voilà, on se souvient de Colette parce qu'elle a beaucoup écrit sur les chats, elle s'y connaissait pas mal en chatte également, puisqu'elle était lesbienne, militante, et qu'elle a fait du striptease pour dire que son corps lui appartenait et qu'il n'appartiendrait pas à un homme, et que son corps ne servirait pas à faire des enfants qu'on allait trucider dans des charniers comme en 14, son corps lui servirait à prendre du plaisir avec d'autres femmes et à faire de la scène et à faire du spectacle. Moi, je me reconnais dans Colette là-dedans, j'estime que mon corps, il m'appartient, que je peux être féministe et stripteaseuse, je trouve que ça va très bien ensemble. Et à cette époque-là, on monte des revues, pas forcément avec Colette, mais c'est la même époque, c'est les années 20, par exemple aux Folies Bergères, on monte des revues de burlesque, qui sont des revues burlesque, ça veut dire la farce, que ce soit en latin ou en italien, ça vient de ce mot-là. Donc c'est des revues extrêmement divertissantes, qui sont là pour oublier la guerre, je pense. On a vraiment besoin de s'amuser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans, hein. On se prend pas trop au sérieux, heureusement. Et donc au départ, la revue burlesque n'est pas forcément le striptease, la revue burlesque c'est une revue où il y a un présentateur qui est très très drôle, satirique, des acrobates, des clowns, plein de blagues, des danseurs pas possibles, et des femmes qui s'effeuillent ou qui dansent seins nus comme on le voit encore au Lido, tu vois. Mais à l'époque, on va pas dire « Ah, elle danse seins nus », c'est beaucoup trop scandaleux. On va dire « Ah, tu sais, c'est une danseuse burlesque. Et de là... Et là est la frontière entre le simple on va garder ce nom-là, en fait. L'effeuillage. Ouais, on va garder ce nom de stripteaseuse burlesque ou de danseuse burlesque, parce que les danseuses burlesques sont les danseuses seins nus qui amènent la petite part érotique dans ces spectacles qui, au départ, ne sont pas des spectacles de striptease, mais qui sont des spectacles juste de divertissement. Donc on va garder ce terme-là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artistes européennes vont partir aux États-Unis. Elles vont revenir après-guerre. Et là, le burlesque va revêtir une troisième forme. Après le côté victorien de 1900, le côté des flappers, Garçon à peau carrée, robe à franges, Charleston. Enfin, je suis vraiment dans des archétypes très caricaturaux. Troisième vague, c'est années 40-50. C'est la pin-up qui vient des États-Unis, elle.
Mais ce qui fait qu'on croit souvent que le burlesque vient des États-Unis. Non, le burlesque vient de France, de Paris, rue des Martyrs, part aux États-Unis et revient avec cette autre iconographie qui est celle de Betty Page, qui va beaucoup parler rocker, et qui a ces deux autres paires, elles sont trois. T'as Betty Page, la brunette, Lily de Saint-Cyr, la blonde, celle qui sait faire du business et faire du pognon, et la rousse qui dépucelle Elvis, qui est Tempest Storm. Toi, t'es assez proche de l'univers de Betty Page. Betty Page, j'adore. Donc tout ça, c'est burlesque. Ça va super bien fonctionner, rester très très à la mode jusqu'à la fin des années 60. Mais à l'avènement de la pornographie avec la libération sexuelle, le burlesque tombe en désuétude. On va voir du porno. Hein. Pourquoi voir des stripteaseuses qui cachent leurs tétons alors qu'on peut voir l'entrecuisse ouvert et aller très très loin. Et ça ne va revenir qu'au milieu des années 90. C'est mon cas, je commence en 93, tu vois. Et c'est pareil chez mes homologues californiennes. On commence toutes au début des années 90, au cœur des années 90. Où on va danser comme ces stripteaseuses qui nous ont, tu vois, des Betty Page, on adore leur tenue, on va s'habiller pareil, et on va les danser pour des groupes de rock ou dans des soirées techno. Et bien ça, c'est New Burlesque, à savoir que la plupart d'entre nous sont quand même pas mal tatoués. On fait pas spécialement ça pour un client, on fait ça pour un public. Et souvent, on a des revendications quand même assez politiques. On est de la scène punk majoritairement. On est féministe et on fait ça avec une revendication féministe un peu comme le faisait Colette. Et là, c'est du New Burlesque. D'un coup, on n'est plus sur le burlesque d'avant la libération sexuelle qui est pour un client. On passe au New Burlesque qui a quand même une certaine émancipation. Tu joues littéralement avec le feu dedans. Hein. Oui. Tu intègres. Comment t'as eu l'idée d'intégrer le feu? C'est avec les gens du cirque aussi? C'est avec les gens du cirque que j'ai appris. Après, ça vient un peu d'une blague aussi. C'est qu'on dansait, j'étais danseuse en plein de soirée et souvent on était un peu triste d'avoir des si beaux costumes, des si beaux maquillages et de pas être éclairé. Avec le feu, tu t'éclaires toi-même, c'est super. On ne voit que toi. C'est très photogénique, évidemment. Ouais, ça marche bien. On se régale sur le net, excuse-moi, c'est vraiment ça, on se régale les yeux parce que sur le net il y a des photos. Il y a des belles photos de encore. Toi sur scène, hein, avec c'est des arrêts, comment t'appelles ça, les agrès. Les arrêts que tu enflammes. Oui, il y a des torches, il y a des bolasses, il y a des bâtons. C'est vrai, il n'y a pas eu trop d'anecdotes malheureuses sur scène. Alors j'ai une blessure de guerre. Je suis allée jouer en Sibérie à Ekaterinbourg et j'ai utilisé des artifices. Qui sont chinois mais qui sont importés en Russie, c'est pas les mêmes normes de sécurité qu'en France, parce qu'en France on est extrêmement draconien. Et le truc m'a explosé vraiment dans la main, et j'avais des gants en satin qui m'ont fondu, ça m'a fait une braise là. Et j'étais à l'avant d'une catwalk sur une soirée de jet set où il était hors de question de faire j'ai trop mal. Donc j'ai continué mon spectacle en sentant ma braise fondre à l'intérieur de mon poignet. Et ça a mis beaucoup de temps à se fermer ce truc-là. Et donc où est-ce que tu fais ça en Sibérie? Je cherchais à m'échapper en rampant du camp dans la neige. Tu t'en as dans les anecdotes du genre, j'imagine. Tu as été donc pionnière en 2003 pour la France, on se disait. Toujours en 2003, tu montes un collectif qui s'appelle donc Collectif Surprise Party. C'était une association, c'est une association, ouais. Et ton idée au départ, c'était quoi? De promouvoir l'univers du cabaret C'était de promouvoir l'univers du cabaret parce que je faisais beaucoup d'événementiels. Moi, j'adorais le cabaret parce que j'ai commencé avec les cabarets transformistes et voilà, ça reste, je trouve, un champ de liberté artistique qui est absolue. Tu peux absolument tout jouer en cabaret. Tu peux danser, jouer la comédie, faire du feu, l'acrobatie, chanter. Tout est possible. Et c'est super de le mélanger. Et beaucoup d'amis artistes qui étaient des bons techniciens de danse me disaient « Oh, le cabaret, c'est quand même vachement ringard, Juliette, je comprends pas pourquoi t'aimes ça. » Je dis « Non, mais c'est une liberté absolue, le cabaret, c'est indémodable. C'est ringard si t'es ringard. » mais... Life is a cabaret, hein. S'il te plaît, il a mis. Donc voilà, donc j'avais envie de refaire connaître cette scène-là, de la redévelopper, parce qu'en arrivant à Paris, je pensais y trouver une scène vraiment rocambolesque, et puis c'était pas du tout le cas. C'est tombé en désuétude. Jean-Marie Rivière n'étant plus, il n'y avait plus de cabaret à Paris. Il fallait reprendre. Et ça s'est passé comment avec ce collectif au départ? Les gens vous ont vu arriver un peu à contre-temps ou... C'était assez barré parce que l'idée c'était de réunir un peu toutes mes copines qui étaient artistes. C'était au Pulp les premières soirées. Donc c'était des soirées quand même à 80% filles. Et c'était de proposer à toutes les amies artistes, qu'elles soient circassiennes, acrobates, chanteuses, jongleuses, de venir jouer. Alors au début c'était tout thème confondu, chacune vient présenter son numéro. Donc ça partait un peu en vrille. Et très vite j'ai proposé un thème. Et le premier thème que j'ai proposé, c'est le cabaret des filles de joie. Voilà, il faut que ça chante, il faut que ça danse, il faut que ça soit sexy. De l'école, elle est venue déjà. La deuxième surprise partie s'appelait le cabaret des filles de joie. C'est celle qui a marché le mieux finalement. Puis c'était
la thématique qui m'était le plus à cœur parce que c'était la féminité, une féminité qui est séduisante mais qui n'est pas non plus passive. C'est une femme qui n'est pas objet, c'est une femme qui peut être quand même active dans sa décision de plaire. C'était très drôle, c'était très joli. Et donc de là, on a continué à faire des surprises parties sur d'autres thèmes. Mais très vite, le cabaret des filles de joie, c'est devenu des soirées que je montais avec des amis artistes qui venaient proposer des numéros qui puissent aller de la chanson réaliste, du rock'n'roll, du striptease. Un peu barré quand même, quoi. Parce qu'au début, on faisait beaucoup d'installations de la vidéo, des installations avec des diapos vidéo, des expos photos, de la peinture. Enfin, on partait vraiment sur tous les arts. Puis petit à petit, ça s'est recentré plus vraiment cabaret, et maintenant beaucoup art-thérapie. Mais au départ, c'était de trouver une scène pour les artistes émergents qui n'avaient pas vraiment à Paris, finalement. Tiens, une question plus perso, si tu me le permets. Dans ce milieu, il y a beaucoup de pseudos. Ils sont énormes, les pseudos. Oui, ils sont drôles. On peut faire des morceaux, des zik, des refrains même. C'est magnifique. Est-ce que c'est ton fameux tatouage qui t'a inspiré le nom, logiquement, ou c'est le contraire, chronologiquement ça, c'est... Non, je m'appelle Juliette Dragon grâce au tatouage, parce que au départ, on m'appelait Juliette tout court. On m'appelait beaucoup la grande Juliette, ce qui avait le don de me repiler, parce que grande ou grosse, mettre en valeur tout très corporel, je trouve ça un petit peu... ça t'élève pas, quoi. Déjà la grande Sophie. Et voilà, non mais tu vois, j'étais là avant la grande Sophie. Dans la pop française. Il y avait la grande Juliette avant la grande Sophie, mais elle était plus connue, quoi. Donc j'ai fait ce tatouage et assez vite, je marquais, quand je donnais mon numéro de téléphone, sur les plaques portables, je marquais Juliette entre parenthèses Dragon. Tu sais, Dragon avec le tatouage, je marque le Dragon. D'accord. Je fais sauter les parenthèses, c'était assez simple. Et puis le dragon, c'était assez une évidence parce que déjà les dragons ont toujours porté chance. J'ai plein d'anecdotes très marrantes. Un dragon qui est quelque part et qui me porte chance. Très vite, je me suis dit, j'en veux un, je garde tout le temps avec moi, parce que priori, c'est un grand bonheur. Entre Juliette et Dragon. Et après, j'aimais bien cette ambivalence entre ces deux termes. Pour moi, c'est un peu comme un oxymore, parce que Juliette, c'est shakespearien. Voilà, c'est Shakespeare, c'est l'amour, cette jeune fille qui va mourir d'amour, qui a 17 ans, qui est vierge, qui est tellement mignonne et tellement romantique, et puis tellement classique. Puis le dragon, c'est aussi bien mon amour de l'Asie, des mangas, des arts martiaux. C'est une grosse bête qui flambe tout sur son passage. Qui peut faire très peur. Je fais du feu, enfin tu vois, je danse avec des flammes. Donc je trouve ça très cohérent d'avoir le burlesque avec Juliette qui incarne l'amour, qui incarne la séduction. Et je suis quand même très grande, donc ce gros animal qui est dangereux, je trouvais que ça allait bien ensemble. Est-ce que cet animal que tu portes en toi, il t'a ouvert des portes? Énormément. J'imagine. Je pense pas que si j'avais sans le tatouage, peut-être que j'aurais pas défilé autant pour Martin Margiela, pour Jocko Gauthier, j'ai fait qu'on défilé. Des clips aussi en termes. Ouais, des clips, beaucoup de la mode, parce que j'ai fait pas mal de campagnes de pub, photos. À un moment, c'était un peu mon gagne-pain, c'est-à-dire que j'étais modèle, j'ai fait plein de photos. Tu l'as fait en quelle année? Je l'ai fait en 97. Et que penses-tu de la banalisation, entre guillemets, de certains... de la mode du tatouage, parce que vraiment tout le monde y va maintenant. On voit de tout et de rien. C'est drôle. Le truc tribal, alors là, je pense que dans ça, c'était 90. Les cafés le bracelet tribal, c'est 1090. Après, les styles tatouage, ça démode et ça se démode et on sait exactement quand est-ce que tu t'es fait tatouer parce qu'il y a des styles qui correspondent à chaque année, quoi. C'est marrant. Nous, on se faisait tatouer parce que c'était quand même une sorte de rituel. Je crois que ça avait un vrai sens. De prise de possession de notre corps, du marquage du corps, un peu comme un rituel païen. Enfin, je trouve que ça avait du sens. Et on choisissait des tatouages qu'on faisait pour nous, qui n'allaient peut-être pas être tant vus par les autres. C'est-à-dire que moi, je mets un t-shirt, je suis pas tatouée, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens font des tatouages qu'on ne voit, que tout le monde voit, même habillé. C'est-à-dire que c'est le cou, les mains, c'est exactement tout ce que nous, on n'aurait pas fait. Tu fais les salons de tatouage aussi, j'imagine? Alors maintenant je fais, on fait du numéro de burlesque, des cabarets burlesques sur des conventions de tatouage. On a fait celle de Chalon au mois de mai, c'était super sympa, ils sont super gentils. À l'époque, quand je me faisais tatouer par Tintin, je faisais partie du jury et tout, enfin j'ai un peu connu cette scène assez bien. Maintenant on se voit plus, donc j'y suis moins, mais c'est pas une raison de vivre pour moi le tatouage, il fait partie de ma vie, mais je suis pas en train de militer pour le tatouage, je m'en fiche un petit peu.
Un peu plus tard, en 2008, tu as créé donc la fameuse école des filles de joie. On n'apprend pas forcément aux gens à devenir des courtisanes. Comme l'a dit France Inter une fois, merci Adèle. Merci Berne. Ça sent Ils m'ont rappelé, je les ai bien reçus. C'est un peu l'historien qui a loupé emmêlé ses fiches. Il y a une nana qui a fait une chronique, elle a trouvé que c'était rigolo. Je n'ai pas trouvé ça tellement drôle. Je trouve ça pitoyable de faire aussi mal son travail. Bien sûr. Bah écoute, justement, à la première personne, c'est mieux, comme ça on ne connaît pas de gaffe. L'école des filles de joie en 2008, tu peux nous en toucher deux mots. Qui peut rentrer dans cette école, par exemple? Alors la clientèle que nous recevons est pour l'instant à 98% composée de femmes qui ont entre 18 et 70 ans. Je ne crois pas qu'on en ait eu plus de 70 ans. Et pour l'instant, 70 ans. C'est une moyenne, ouais. On en a eu plusieurs de 70 ans, ouais, qui ont fait les spectacles et tout. Hein. Donc, super. Et 18 ans, parce que en France, la législation fait que si nous on est une association culturelle, mais oui, je suis pas assurée pour recevoir des mineurs, donc je ne prends pas des mineurs, mais en soi on fait rien de mal, donc on pourrait avoir des gamines, c'est pas un problème. Mais j'en ai des très jeunes qui arrivent, elles viennent d'avoir 18 ans, elles débarquent, elles font « Bon, ça y est, ça fait 4 ans que je vous suis, pourquoi t'es pas venu hier? Pourquoi t'es pas venu avant ?»« Parce que j'ai 18 ans hier, mais ça y est, je suis là !» Ok, super. Le lendemain, bim, c'est comme pour le permis. Elle est à fond. Et du coup, qu'est-ce que cette école propose? C'est quoi les matières, entre guillemets? Alors, les cours sont partagés en trois polarités. Il y a les cours de glamour qui sont ce qui est un peu notre fer de lance, parce qu'on est la première école à avoir proposé ça. Il n'y en avait pas d'autres avant, là vraiment c'est sûr. Donc moi ce que j'appelle cours de glamour, c'est tout ce qui va avoir attrait au burlesque, au cabaret, à l'effeuillage, au showgirl. Donc c'est apprendre à jouer les pin-up, à jouer la femme fatale, à danser en talons, à savoir mettre son corps en valeur, tout ça c'est glamour. Pour ce faire, il faut un peu se muscler quand même. C'est-à-dire que le côté j'enlève mon soutien-gorge, tout le monde m'applaudit, je sais rien faire, ça m'agace un peu. Donc j'aime bien que les filles qui fassent du burlesque, elles prennent soin de leur corps, et ça veut pas forcément dire maigrir, on s'en fiche complètement, mais ça veut dire avoir un corps qui t'obéit. Donc c'est faire du sport, c'est t'assouplir, c'est te gainer, donc pouvoir faire un grand battement, danser, tomber en grand écart. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur le net de gamelles carrément, de nanas qui essaient de faire... qui essaient de faire des trucs, mais qui n'y arrivent pas. Moi. C'est un peu de c'est boulot dur, quand même. La démarche sur les talons comme ça. Parce que le glamour, il y a de la danse et puis il y a du théâtre dedans. C'est une discipline qui est assez physique. Et c'est aussi beaucoup de comédie, donc c'est assez complet finalement. Donc il y a les enterrements de... Ah oui, je fais enterrement. C'est très très drôle. Je ferais bien enterrement de divorce aussi, je trouve que ça se fête aussi. Mais j'ai pas trop de demandes. En effet, mais je pense que c'est... tu divorces et tu veux faire un atelier chez nous, je crois que ça te lance pour la suite vachement bien, quoi. Exactement. Donc je fais une annonce, les filles, si vous divorcez, venez nous voir, on verra bien. Un nouveau chapitre. Donc les cours, glamour pour être sexy, tonus pour se muscler et gagner en cardio, c'est là d'où je viens, c'est pour ça que je suis habillée n'importe comment. Et le samedi après-midi, nous avons un cours de 2 heures de barre au sol pour s'assouplir, s'étirer, se détendre. Donc c'est une partie de méditation un peu zen et d'assouplissement pour faire enfin le grand écart, mais se tenir droite, se gainer, travailler sur l'axe périnée-diaphragme, voilà, et de prendre conscience de sa féminité, de sa douceur. Donc c'est un peu une troisième polarité que je développe de plus en plus. J'ai l'impression que c'est aussi, tu me diras si je me trompe, une façon, c'est le côté noble aussi, je pense, de cette école, de démocratiser en quelque sorte la beauté au sens large. Est-ce que c'est aussi un de tes objectifs de te dire, voilà, toute femme a droit à s'embellir, à prendre de la confiance en elle, parce que c'est vrai que souvent, hommes et femmes, nous avons tous un petit défaut qu'on a tendance à... On a tous nos complexes. Donc c'est aussi une façon de les aider à ce niveau-là peut-être. Je le dirais un petit peu différemment, si tu me permets. Je dirais que pour moi, toutes les femmes sont belles, parce que c'est le titre de notre revue, donc je la place, tu vois. Mais que souvent, on a des complexes, on se réfère à ce qu'on voit. Donc on se réfère à la télé, au magazine. Il n'y a pas de représentation aujourd'hui dans les médias d'une femme qui a plus de 25 ans et qui n'est pas photoshopée. Elle n'existe pas. Donc on dit, mais on n'a jamais vu autant de femmes à poil qu'aujourd'hui. C'est pas vrai, on en voit une seule, elle est fausse, elle est photoshopée, elle a les seins haut perchés, elle a la taille fine, elle a les jambes très longues, elle n'a pas de cellulite. C'est une femme qui n'existe pas. La femme lambda, normale, dans sa diversité, on la voit nulle part, on la voit que dans le burlesque. Et donc venir dans notre école, ça permet aux femmes de comprendre qu'elles sont normales, et que normal, c'est pas négatif, normal c'est super, normal c'est ta différence,
c'est ta valeur, c'est ta préciosité. Et c'est extraordinaire de jouer avec, de savoir te mettre en valeur avec le corps que la nature t'a donné et d'être bien dedans, de te réconcilier avec ton corps. Voilà. Donc au lieu de passer par le billard, dépenser des fortunes, on peut jouer au billard, hein. On aime bien aller dans les bars et se bourrer la gueule. Mais on va pas chez le chirurgien a priori. Après, il y en a qui font ce choix-là, j'ai pas à les juger, mais il y en a qui l'ont fait par le passé, puis qui viennent chez moi ensuite, et puis qui me disent, écoute, je me suis jamais sentie aussi belle qu'en venant à tes cours, et ça m'a fait plus d'effet que les dizaines de milliers d'euros que j'ai mis... Et comment on peut s'inscrire? Vous avez un site forcément? Alors on a un site qui s'appelle www.collectifsurpriseparty.com qui va s'afficher, je suis sûr. Vous êtes très fort. C'est génial. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire. Alors c'est ça qui est super, c'est que on est toutes des femmes assez dynamiques et occupées et débordées. Donc on vient quand on veut, quand on peut, même en cours d'année. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il y a de la place, les salles sont grandes, il n'y a pas de problème. Et voilà, tu viens quand tu veux, tu viens avec une tenue confortable près du corps, une paire de talons si c'est un cours de glamour, des petites baskets si c'est un cours de sport, c'est bien aussi. Prends une petite serviette parce qu'on a des douches et Véronique et Davina n'ont rien à nous envier. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire. Tu peux regarder le programme sur Facebook, méchant Facebook, qui est tellement censurant, mais sinon tu viens sur notre site et tout est expliqué très très bien. Voilà. On a pu te voir aussi, c'est ça les archives, on n'y échappe plus au podcast. Qu'est-ce que tu as bien préparé ton truc hein. Écoute, on y faut un minimum. Ça fait plaisir. En face des gens très talentueux et aussi juteux comme toi, c'est vrai que c'est énorme ton parcours. Je t'ai vu aussi sur scène faire une performance avec un groupe français, le blues rock entre autres, Jesus Volt. Ouais. C'est marrant ça, dis donc. Comment c'était cette idée? Ils t'ont invité à... Mais je crois qu'on jouait sur le même festoche avec mon autre groupe, celui où je chante, Rika. Et l'idée de l'organisatrice, c'était que je fasse un peu le lien entre les deux groupes en dansant, parce que moi sur mon groupe, je chante, mais je danse, je strip, je fais du feu. Et l'idée, c'était que la soirée se transforme un peu en cabaret blues punk rock, tu vois, et de faire un numéro avec eux, les numéros avec mon groupe, même entre, je crois que j'avais fait un autre truc, et ça faisait un peu le lien. J'étais un peu le fil rouge de la soirée, je présentais... Voilà. Mais pour dire, je l'ai fait avec beaucoup de groupes. J'ai dansé avec FFF, j'ai dansé avec les Washington Dead Cats énormément. Ah oui. Ça, j'ai dansé 10 ou 12 ans avec les Washington Dead Cats. Et puisqu'on est dans la parenthèse musique, justement, on te connaît maintenant comme chanteuse aussi de Rika. Ouais. C'est ça? C'est depuis quand ça? Et ça fait 10 ans maintenant. 10 ans déjà. Ouais. Waouh. Et vous avez pas mal vadrouillé, vous avez beaucoup tourné, vous êtes en train d'enregistrer, je crois. Alors là, on est en studio. Donc il nous reste plus qu'un titre à faire, donc il faut faire la section rythmique. Sinon après on va attaquer les heureux de guitare et les voix. Ladies, please be careful. And settle down when I see she comes around. Fill my heart, I'm full of joy. Fill my heart, I'm a little boy. Pretty girl, I can't forget. Kind of babe I have just met. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, pretty girl. Pretty girl, pretty girl, pretty girl. Turn tonight, hold me tight. Pretty girl, pretty girl, pretty girl. Passion night, tender fight. Pretty girl, pretty girl, pretty girl. Tender night, hold me tight. Pretty girl, pretty girl, pretty girl. She's standing in front of me on a hill, she impresses me. We need a place and to lay down, cause I want your hands around. Feel your breeze close to me, feel your breeze close to me. Pretty girl, I won't forget, kind of babe I wanna get. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, pretty girl. Rika, ça sonne quoi? C'est quoi Alors, ton beau style? les Américains, parce que ça fait 3 tournées qu'on fait aux États-Unis et on a
plus de succès aux États-Unis qu'en France, quand même, faut dire. Nous appellent les Cramps français. Et c'est drôle parce qu'on est, c'est beau à porter. on est un peu les Cramps inversés, c'est-à-dire que je suis chanteuse, il est guitariste, et donc je suis un peu luxe intérieur en femelle, et il est un peu Poison Ivy en garçon, quoi. Donc c'est pas non plus un copycat, on n'a pas fait semblant de faire comme les Cramps, mais les Californiens nous disent mais vous avez la même énergie qu'eux. On a rencontré d'ailleurs leur bassiste et leur batteur qui sont venus à nos concerts, qui nous regardaient bizarrement, on était super impressionnés. Et justement, les Cramps, c'est une de tes références, j'imagine. c'est une de nos influences majeures, en tout cas au niveau du côté scénique, c'est-à-dire être super costumé, léopard, burlesque, pin-up, ça c'est très Cramps. Après, bon, le son aussi, mais le son est un peu plus vaste que ça, parce que on aime des tas de musique. Ça chante en français, en anglais. Ouais, je chante surtout en français. D'ailleurs, les Américains veulent que je chante en français. Ah oui. On était assez surpris. Ils disent bon, vous chantez en français ? Oui. Du coup, je réunis la chanson réaliste que j'ai aimée par le cabaret. Donc c'est la chanson à texte. C'est assez engagé, c'est féministe. J'ai parlé de plein de trucs qui me tiennent à cœur sur le plan politique. C'est toi les textes. Ouais. Et puis que dire ? Donc c'est punk rock, c'est garage. Après, nos influences, au-delà de musicales, elles seraient des influences peut-être cinématographiques. On a envie d'imaginer notre groupe un peu comme le groupe qui joue live dans Une nuit en enfer, tu vois, c'est avec toutes ces filles qui dansent autour. Donc non, j'y ai pensé automatiquement. La première fois que j'ai vu, ça c'est aussi visuel évidemment, c'était un extrait d'un live, j'ai pensé à cette scène. Et nous, c'est vraiment ça, je pense, le déclic. Avoir un groupe de rock, c'est jouer dans un club avec toutes les filles qui dansent autour. D'ailleurs, on doit le refaire, ça, à Portland, en Oregon. Il y a un lieu qui s'appelle le Dante, qui est une grande scène où on a joué là. Ouais, c'est vraiment l'enfer, c'est entièrement rouge, avec des scènes partout, des bars de pole dance et des strippers partout sur toutes les bars. Et ça, on a dit que l'année prochaine, on le ferait avec les filles qui dansent. Ce serait quoi là, c'est un cadre idéal pour votre son et votre univers visuel. Est-ce qu'en France, t'en as des endroits comme ça Eh bien, nous, on fait un concept qu'on tourne, qui s'appelle La Nuit Fatale. Un peu La Nuit en Enfer, justement. Avec aussi le titre d'un morceau. Du premier album, et c'est le titre d'une chanson. Une chanson, oui. Et d'ailleurs, on a une choré avec les filles de joie sur Nuit Fatale. Donc c'est le concept de cette soirée, c'est ça, c'est qu'on met des numéros de burlesque, après nous on joue live, il y a des filles qui font des numéros de burlesque sur le live, et des artistes de cirque aussi. Et après c'est DJ set punk rock, avec encore des numéros des filles qui dansent en impro, qui font des battles de striptease, c'est super drôle. Et tu peux mélanger acrobatie, pole dance, strip, et rock'n'roll quoi, c'est assez fun. Excellent. Personne n'y voit goutte, une silhouette qui bouge, Lolita cape rouge. Douce autostoppeuse aux courbes généreuses, satanée belle plante aux formes opulentes. La lime au ralenti, le loup lui sourit, entrez donc bel enfant au teint si blanc. Drôle de road movie, in that jungle city. Donc il y a quand même des endroits pour accueillir ces univers. À Paris, c'est de plus en plus compliqué quand même. Donc on a fait ça 5 ans à la Bellevilloise. On a fait pas mal, on a fait des grosses, les Nuits Fatales à la Bellevilloise, il y avait 1200 personnes quand même, c'est une soirée. On a commencé à la Féline, ils m'ont ramené trop de monde, on a ramené 500 personnes dans le quartier, on nourrissait les 5 bars. On disait alors, c'est quand votre prochaine soirée ? Non mais je crois que je vais aller là. Tu te sens plus à l'aise dans les feuillages burlesques ou là derrière un micro quand tu joues dans ton rôle de chanteuse? Je sais pas si c'est une question d'être à l'aise. Ou est-ce que tu arrives à joindre forcément les deux univers? Je pense que c'est un tout. Après, je dois reconnaître que danser, m'effeuiller et faire du feu, ça fait 25 ans que je le fais. Chanter, ça fait que 10. Alors, chanter, je prends des cours, je suis en permanence en train d'apprendre parce que je suis pas une grande chanteuse, je suis plus une raconteuse d'histoire. Et donc, je suis en train de domestiquer la voix que je maîtrisais pas. Je chantais très très faux et très très mal au départ. Donc, j'ai fait des progrès. Donc, dire que je suis plus à l'aise, je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis moins à l'aise que ça m'intéresse plus. Parce que sinon, je sais pas si j'ai envie d'être encore stripteaseuse à 70 ans, tu vois. Peut-être, mais... Comme tes élèves. Voilà, non mais c'est pour ça, je dis pas que je le serais pas, mais c'est vrai que je l'ai tellement fait que c'est moins ce qui m'excite.
En revanche, pardon, je te coupe, mais chanter avec mon groupe et avoir toutes mes filles autour qui dansent, et elles qui ont tous les âges, toutes les corpulences que je mets en scène, moi je me prends pour Beyoncé, hein. J'écris mon texte, je fais mon stylisme, j'habille, je mets en scène les filles, je fais les chorégraphies, on enregistre, enfin tu vois, espèce d'art total, c'est comme un opéra punk rock, quoi, j'adore. C'est mieux qu'une comédie musicale. Dis-moi, en mettant dans le même univers la musique, donc ton côté chanteuse et l'effeuillage burlesque, est-ce que tu aurais comme ça spontanément 2-3 morceaux qui t'inspirent pour un effeuillage glamour? Est-ce que tu penses à des trucs pop que tout le monde a vu au cinéma, You Can Leave Your Hair ou pas ça, du tout? C'est bien daté, quoi. Alors, je me dis que Messenger, mais quand même, c'est quand même super ringard. Ça a un peu morflé quand même. Tu vois la tête de Mickey Rourke, tu vois le morceau a vieilli pareil, quoi. C'est des morceaux qui m'inspiraient vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les chorés, je les fais sur mes chansons. C'est ça mon trip, quoi. Ah oui, carrément. Donc du coup, tu arrives à jouer entre les deux. C'est que je les chante, je les strip, les filles dansent autour. Non mais Beyoncé va se rhabiller, quoi. Beyoncé ne fait pas de punk rock. Mais tu fais un peu ton Florent Pagny sur les bords, c'est les royalties, bim bim. Si seulement, si je pouvais toucher autant que lui, je pourrais faire des belles choses, avoir un théâtre à moi. C'est plein en ce moment. Il est toujours un petit peu plein, non? Un peu. Oui, il râle un peu. C'est mon petit côté français. Son côté quepon. Le français râle. C'est vrai. Dis-moi, projet, là tu viens d'un cours, tout seul. Ouais. On parle de l'envers du décor, de backstage, donc tu n'arrêtes pas. Est-ce qu'il y a une semaine typique, un emploi du temps typique dans une semaine? Ouais, c'est toutes les semaines se ressemblent. Bon, cette semaine je suis en studio, donc elle était un peu différente. Mais c'est lundi toute la journée, 10h-22h, je fais une journée de bureau où je mets à jour le site, je lance la newsletter, je réponds à tous les mails. Mardi, j'ai l'après-midi, alors le matin je prends un cours de chant, l'après-midi je suis en création, je monte mes chorés. Mardi soir j'enseigne. Mercredi matin je prends un cours de danse pour me former à la danse. Mercredi après-midi on répète avec Rika. Mercredi soir je donne des cours privés de coaching, de direction artistique pour des actrices, des comédiennes, machin. Jeudi matin, souvent je suis libre, alors je peux prendre un brunch avec une copine, tu vois, c'est pour ça que j'ai proposé ce matin. Jeudi midi, cours de gym. Jeudi après-midi, c'est mon autre moment où je peux voir quelqu'un. Donc interview pour toi, tu vois. Jeudi soir, cours 3 heures de cours. Vendredi matin, c'est le deuxième cours que je prends pour moi, de danse. Et vendredi après-midi, en général, je prépare mes dates, parce que le week-end, donc je prépare les costumes, je vais acheter les costumes, je fais les coutures, machin. Vendredi soir, généralement, je joue. Je dors très peu. Samedi, je redonne les cours. Le soir, je rejoue souvent. Et le dimanche, je donne les cours. Et le lundi, je retourne au bureau. Wow. Et je suis 7 sur 7. Et donc, en général, quand je prends des vacances, je prends un mois. Un vrai mois. Mais je prends pas de vacances. J'ai pas de jour off, si tu veux, avant les 6 mois ou un truc comme ça, quoi. Dis donc, hein, plusieurs vies en une. Ah ouais, c'est comme ça que ça avance. C'est un peu un chat ou une chatte, plus qu'un dragon. Je suis une vraie chatte. Tu as plein de vies en toi. Dis-moi, question encore un peu personnelle. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait aussi de la banalisation des tatouages, mais la banalisation aussi de l'art sexuel, du sexe. Est-ce que tu consommes aussi un peu de films porno? La pornographie. Et alors, je travaille sur les festivals sexpositifs où j'enseigne le burlesque. Donc justement, quand je travaille à Berlin, à Rome, en Finlande, en Australie, c'est toute cette scène sexpositive. Donc je travaille avec des gens qui font de la pornographie, on a une réflexion sur la sexualité, sur les sexualités, quand justement elles s'ouvrent un peu et qu'elles ne restent pas juste dans le côté hétérosexuel. Donc, j'ai des copines pornographes qui sont réalisatrices, qui sont actrices, qui réfléchissent à ça. Alors, est-ce que j'en consomme? Oui, je regarde de la pornographie, pas énorme. Déjà, je regarde ce que font mes copines, je trouve ça cool. Tu suis un peu les réflexions d'une certaine Ovidie qui... Ah, mais ça, c'est une copine, ouais. Voilà. Féministe qui pense aussi, repense, ou nous fait aussi penser au rôle de la femme, entre autres, dans ce milieu. Ovidie est une amie. Oui, je regarde ce qu'elle fait. Donc j'imagine. Heureusement qu'il y a des femmes qui portent des réflexions là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un milieu très, très, voire trop c'est à nous de l'ouvrir un peu plus, pas que les cuisses, et la bouche. Oh, c'est joliment dit. Juliette, le meilleur reste à dire, donc on aura évidemment le loisir d'aller te voir sur scène. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine, c'est une petite scène ouverte qui est symbolique, importante. On retourne à la Bellevilloise que nous avions quittée il y a 5 ans. C'est vendredi 13 octobre. Et après, gros cabaret de rentrée, c'est le samedi 21 octobre à Main-d'œuvre. Main-d'œuvre qu'il faut soutenir. Main-d'œuvre qui est en fin de bail et que
La mairie de Saint-Ouen veut éjecter, et main-d'œuvre dont on a besoin parce qu'il n'y a plus de lieux de création à Paris. On cherche désespérément des lieux de diffusion, des lieux de création, c'est super compliqué. Donc il faut soutenir main-d'œuvre, il y a une pétition à signer sur le site de main-d'œuvre, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc 21 octobre, et après 16 et 17 décembre, on fait un festival d'hiver qui va mêler punk rock, burlesque, à main-d'œuvre aussi, toujours pareil. Et là, tu seras avec Rika, avec ton groupe. Je serai avec Rika, je serai avec les filles de joie. Et je pense que si possible, je vais inviter plein d'artistes justement de Berlin, de la scène queer, de la scène un peu sex-positive, faire des stages, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Why not? Un numéro ici, un de ces jours. On peut pousser un peu les tables si tu veux. D'accord. Ou pas. Je prends beaucoup de place. On peut les utiliser. À la Belote, dans le 17e, qui nous accueille. Voilà. Merci à vous. Merci la Belote. Merci. Merci à toi, Juliette. À bien vite, alors. Avec plaisir. Et merci pour cet instant. On a hâte de te voir et de vous voir toutes et tous sur scène. Si vous voulez des invites pour la prochaine soirée, je vous invite avec plaisir. Je comprends. Merci à toi. Sur la route, personne n'y voit goutte. Une silhouette qui bouge, Lolita Capeur rouge. Douce autostoppeuse aux courbes généreuses, satanée belle plante aux formes opaques.